Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur. J'espère clairement qu'ils vous plairont, ainsi que les prochains qui arrivent sur la chaîne. Je vous propose qu'on passe aux histoires, mais avant si tu veux me soutenir, tu peux mettre le petit pouce bleu de soutien. Et si jamais tu veux voir plus de threads d'horreur sur la chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner. En même temps, comme ça on se rapproche doucement du palier des 10 000 petits potes. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Emma. Ça s'est passé il y a quelques années lorsqu'elle avait entre 11 et 12 ans. Emma nous donne un petit peu de contexte et elle nous dit qu'elle habite à cette époque-là en Côte d'Ivoire. Elle y vit avec ses deux parents depuis 2 ans maintenant et ça se passe très bien. Elle nous dit que son expérience là-bas s'est vraiment très bien passée, sauf malheureusement cette histoire. Et en nous racontant cette histoire, elle ne veut pas que ça donne une mauvaise image du pays ou des habitants du pays. Bref, tout commence quand la mère de Emma obtient à son travail des places pour se rendre au concert de Magic System. Le concert doit se dérouler à Abidjan à l'Institut français. Elle nous dit qu'elle est pas sûre du nom du lieu, mais bon, ça se situe dans un quartier assez hétérogène. Il y a des bâtiments officiels d'un côté, mais en même temps c'est un petit peu bidonville. Le jour du concert arrive et malheureusement le père de Emma ne peut pas les accompagner. Donc Emma et sa mère se retrouvent toutes les deux. Malheureusement, la voiture de la mère de Emma est tombée en panne. Elles doivent donc prendre un taxi pour s'y rendre. Environ 30 minutes plus tard, elles arrivent sur le lieu du concert. Comme tout le monde n'a pas eu les moyens d'acheter une place pour le concert, il y a une foule énorme devant l'endroit. En essayant de se frayer un chemin, la mère d'Emma se fait voler son porte-monnaie et son portable. Elle est totalement en pleine panique, elle cherche autour d'elle et elle croise par hasard une amie à elle. Son amie que l'on va appeler Stéphanie lui explique qu'elle est venue en voiture avec ses deux filles. Ces deux filles ont à peu près le même âge que Emma. Le concert se passe super bien et la petite bande décide de partir avant la fin. Ils veulent éviter de se retrouver bloqués dans les embouteillages. Mais à ce moment-là, il y a un petit problème qui intervient. Il y a un ministre qui a rejoint le groupe sur la scène. Elle nous dit qu'effectivement ça peut être surprenant pour nous Européens, mais qu'en Côte d'Ivoire ça se fait naturellement. Et donc tout naturellement, toutes les forces de police ont été centralisées pour assurer la sécurité du ministre. Et ils se sont donc tous concentrés dans l'enceinte du bâtiment. À vrai dire, sur le moment, Emma et les autres filles ne percutent pas et elles sortent du concert. Mais soudain, un groupe d'une vingtaine de personnes se sont dirigés vers les filles très rapidement. Ils sont tous habillés de vêtements troués et très sales. Ils portent des chaînes de vélo à la main. Emma et sa mère n'ont absolument pas le temps de comprendre ce qui se passe. Heureusement, Stéphanie est un petit peu plus habituée à ce genre de situation et elle leur dit de courir. Les 5 filles ont couru directement vers la voiture de Stéphanie. Et à peine une seconde après avoir verrouillé toutes les portes, le groupe d'une vingtaine de personnes a encerclé la voiture. Emma est complètement effrayée car ces personnes essayent de toute leur force d'ouvrir les portes. Ils tapent sur toutes les vitres, ils hurlent en leur disant qu'ils vont les tuer si elles ne leur ouvrent pas. Elle nous dit que ces personnes-là ont les yeux totalement rouges et qu'ils ont dû prendre quelques petites substances. Stéphanie arrive à dégager la voiture de manière incroyable et elle se met en route. Sauf qu'au moment où la voiture arrive à se frayer un chemin, il y a un gars du côté gauche, c'est-à-dire à côté de Emma, qui saute sur le 4x4 et il s'accroche à la barre sur le toit. Emma nous dit que le gars a un regard complètement noir. Il a les yeux rouges, l'homme hurle et il bave tout en frappant sur la fenêtre. Stéphanie essaye de faire des zigzags avec la voiture pour le faire tomber, mais rien n'y fait. Le mec s'accroche. À ce moment-là, Stéphanie conduit sur une route qui est assez étroite. Et forcément, comme ça doit arriver, il y a une voiture qui arrive dans le sens contraire. Ce que je vais dire après va se passer en une fraction de seconde. Stéphanie essaye de se décaler à droite pour pas avoir un accident. Et elle roule à une certaine vitesse. Et à ce moment-là, tout le monde comprend que les deux voitures vont quasiment se rentrer dedans. Sauf l'homme qui est toujours accroché au 4x4 en haut. Lui, il est tellement concentré pour pas tomber qu'il voit pas
pas du tout cette voiture arriver. Et Emma suppose qu'au moment où il a compris la situation, il a essayé de sauter sur la route. La scène s'est passée tellement rapidement que malheureusement c'était déjà trop tard pour lui. La voiture qui arrivait en face ne l'a pas vu et l'a percuté avec une extrême violence. Emma n'a même pas eu le temps de se retourner que Stéphanie avait déjà accéléré pour essayer de fuir le groupe qui courait toujours derrière eux. Emma ne sait pas du tout ce qui est arrivé à l'homme après ça, mais ça a été quelque chose de vraiment choquant pour elle. Et si jamais vous vous dites que les filles ont vécu quelque chose de fou, eh bien malheureusement il y a eu encore pire. Suite à ce concert, le groupe d'individus a fait pas mal de dégâts. Il y a eu beaucoup de vols, des agressions ultra violentes notamment avec les chaînes de vélo, et le plus grave c'est qu'il y a eu des attouchements plus. Et Emma n'ose pas imaginer ce qui se serait passé si sa mère et elle avaient dû attendre un taxi. Elle se demande si elle serait encore là pour nous raconter cette histoire. Et voilà. C'est ainsi que se termine cette première histoire. Alors effectivement, on n'avait pas eu ce genre d'histoire et clairement ça fait froid dans le dos. Heureusement que par miracle, elles ont rencontré Stéphanie, leur amie, et qui possédait quand même un beau 4x4. Vraiment folle cette histoire, je vais me prendre un petit jus d'orange et on se retrouve pour la seconde histoire. Alors pour cette deuxième histoire, je vais vous la faire en première personne, histoire de retranscrire au mieux les sentiments de la personne. Bonjour à tous, je suis Vali. J'utiliserai ce nom pour ne pas être retrouvé sur internet par les personnes concernées. Ce que je vais vous raconter n'est pas vraiment une rencontre à proprement parler. Et d'ailleurs, cela dure 9 ans. Mais un détail que j'ai remarqué il y a de ça très récemment m'a poussé à vous la raconter. J'ai aujourd'hui 28 ans. Et tout a commencé quand j'en avais 7. Nous avons déménagé, ma famille et moi, pour nous approcher du travail de mon père. Nous sommes donc passés d'un petit village dans la Vienne où tout le monde se connaissait, où les enfants pouvaient jouer des heures, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, même dans la boue si on voulait, et sans être forcément surveillé. Personne ne se souciait vraiment d'être à la mode ou ne privilégiait le paraître. Nous avons déménagé dans une ville en région parisienne. J'ai débarqué en CE2 avec mes vêtements de campagne et ma naïveté d'enfant vivant réellement comme une enfant. Dans une école où les petites filles de mon âge se maquillaient déjà, portaient les derniers vêtements à la mode et ne parlaient que de garçons et potins de célébrités. Je pense ne pas avoir besoin de le dire, mais j'ai immédiatement été rejeté, insulté, moqué et même parfois frappé à coups de pied ou de poing. J'ai même retrouvé mes cahiers lacérés une fois. Et l'un de mes camarades, je n'ai pas vu qui m'avait poussé dans le grand bain de la piscine, alors que je ne savais même pas nager. Je revenais de l'école en pleurant tous les soirs. Je ne comprenais pas car j'étais plutôt timide. Je ne faisais de mal à personne et quand ils ont commencé, je me suis contenté de me taire et d'essayer de les éviter. Nous ne sommes restés dans cette ville qu'1 an à cause de ma santé. L'air pollué et la fumée de cigarettes en abondance avaient eu raison de mon asthme. Et je m'affaiblissais à vue d'œil, perdant régulièrement connaissance. Le stress devait certainement avoir aussi son mot à dire. Nous sommes partis en Seine-et-Marne. Je ne mentionnerai ni la ville, ni l'école, ni les vrais noms de mes camarades bien sûr. Il s'agissait de la ville où ma mère, fille de fermier, avait grandi. Et nous nous installions dans une très vieille maison insalubre qui appartenait à notre famille depuis si longtemps que personne ne saurait donner sa date de construction. Là, ma mère a demandé le divorce de mon père violent et pervers narcissique. Ce n'était donc pas facile. À cause de ça, ne voulant pas causer plus de soucis à ma mère épuisée, je ne disais rien sur ce qui se passait à l'école. Mes 2 premières années de primaire dans cette ville, en CM1 et CM2, ont été baignées d'insultes, de moqueries et de coups, exactement comme l'école précédente. Mes camarades passaient aussi leur temps à prétendre que je leur avais volé certaines affaires. Tout ça lorsque j'avais quelque chose qu'ils voulaient. Ils allaient voir les institutrices et me forçaient à leur rendre. De plus, j'ai eu des formes très tôt. À 9 ans, je portais déjà des soutiens-gorge et j'avais déjà mes premières règles. Rien de bien grave, me diriez-vous. Eh bien, ce fut un sujet de moquerie et de harcèlement supplémentaire. Les garçons essayaient de détacher mon soutien-gorge ou même de soulever mon haut, sous prétexte qu'ils voulaient prouver que je portais du rembourrage. Comme je ne me laissais pas faire, ils finissaient par me frapper. La classe de neige fut terrible. J'ai, merci Dame Nature, eu mes règles pendant le séjour et aucun des instituteurs ou accompagnants n'ont accepté que je prenne ma douche à part.
Bien entendu, mes camarades filles se sont empressés de me traiter comme une pestiférée et ils ont évité la cabine que j'utilisais sous prétexte que je l'avais contaminée. Elles se moquaient également de mes douleurs, prétendant que je faisais semblant. Mais le pire a vraiment commencé au collège. Ma sœur était en 3e lorsque je suis rentré en 6e. Quelle chance que j'avais là, elle pourrait me défendre. Mais non, ma sœur ne me défendait pas du tout. Pire encore, elle participait. À vrai dire, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me défende, puisqu'elle m'avait toujours dit qu'elle voulait que je meure et que mon existence était une aberration. Elle était la chef d'un petit groupe de harceleurs dont j'étais la cible préférée. Et malheureusement, le reste de l'école les a suivis. Les professeurs et surveillants n'en avaient rien à faire et ne se demandaient pas pourquoi mes notes chutaient. Ma confiance en moi déjà bancale s'est complètement détruite. Je ne réagissais même plus, je ne répondais plus. Je me disais qu'ils ne voulaient que ça, et donc que si je ne disais rien et que je faisais comme si ça ne m'atteignait pas, ils arrêteraient. Mais non, tout ça a empiré. Ils sont passés de simples insultes à de véritables demandes afin que je mette fin à mes jours. Les harcèlements des garçons, dus à mes formes bien avancées, auraient pu aller très loin si je ne me défendais pas un minimum. J'avais déjà arrêté de mettre des jupes en primaire pour cacher mes bleus, mais j'aimais bien porter mes talons. Pas de grands talons aiguilles, juste des chaussures avec de petits talons compensés. J'ai vite arrêté, lassé d'entendre que je pourrais sauter d'encore plus haut avec ça. J'ai également arrêté de mettre des t-shirts, car mes bras se couvraient également de bleu. Ou alors je rajoutais des manches en prétendant m'habiller en tant que gothique. La seule fois où je me suis vraiment rebellé, exaspéré, j'étais tranquillement assise sur un banc, sans ennuyer personne. Un cahier sur les genoux pour dessiner lorsqu'ils sont venus m'embêter. Ils me donnaient des coups de pied en m'insultant. Ils collaient leur chewing-gum dans mes cheveux. Ils me crachaient dessus. Ils se mettaient debout sur le banc pour piétiner mon cahier ou arracher les pages. Lorsqu'ils ont arraché celle où j'avais fait un brouillon du dessin pour la fête des mères, je me suis levé. J'ai attrapé mon sac et je leur ai lancé à la figure. Les casiers de l'école étaient payants et nous étions loin d'être riches. Je portais donc toutes les affaires de la journée avec moi. Par conséquent, mon sac était lourd et il s'amusait souvent à tirer sur la poignée pour que je tombe en arrière, entraîné par le poids. Ce fut la seule fois où j'étais contente d'avoir un sac aussi lourd. Le sac est tombé sur la tête du garçon le plus frêle du groupe, qui est bien sûr tombé avec. Malheureusement, les surveillants juste à côté depuis le début m'ont interpellé moi pour m'envoyer chez la CPE. Quand j'ai expliqué que je m'étais juste défendu, on ne m'a pas puni, mais on m'a dit de ne pas répondre, qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient et qu'ils finiraient par se lasser. C'était la 2e année dans ce collège et ils ne se sont jamais lassés. Après cette défense improvisée, les choses ont empiré. Ils se sont mis à me pousser dans les escaliers, régulièrement, voire même plusieurs fois par jour. Ils essayaient toujours de se mettre derrière moi. Quand on montait, ils tiraient alors sur la poignée de mon sac pour que je tombe en arrière. Quand on descendait, ils me poussaient. Je tentais de traîner le plus possible à la fin de chaque cours et de chaque pause, mais ils trouvaient toujours le moyen de traîner aussi pour finir derrière moi. J'ai pris le réflexe ou tic que j'ai encore aujourd'hui, de toujours me placer à droite ou à gauche, la main fermement tenue à la rambarde pour pouvoir facilement me retenir. Malgré cette technique, je ne compte plus le nombre de fois où je peinais à marcher ou à écrire, que je retenais des cris à chaque mouvement car un de mes membres bleus et gonflés me faisait souffrir le martyre. Je mettais un pantalon et des manches longues pour tout cacher. Je me suis retrouvé en béquille seulement 2 fois. 2 fois où ma seule amie était présente et m'a traîné de force à l'infirmerie. Au passage, elle est devenue comme eux arrivée au lycée. Est-ce que les béquilles les ont empêchés de s'en prendre à moi ? Bien sûr que non. J'ai aujourd'hui de nombreux problèmes de santé à cause de tout ça. Et ça ne s'est pas arrangé au lycée. Après des années, je suis donc rentré dans un lycée. C'était un lycée agricole et je pensais donc que j'allais rencontrer des camarades aimant la nature et les animaux. Haha, la bonne blague. Tout était absolument pareil. Je ne compte pas mes visites à l'hôpital. J'en faisais des crises d'angoisse. J'en fais toujours à la simple idée de sortir chez moi. Jusque-là, je me disais que tout cela n'avait pas d'importance, que beaucoup de personnes subissent du harcèlement chaque jour. Malheureusement, et que ça n'a rien de terrifiant. Je vois une psychiatre pour traiter ma dépression nerveuse et confirmer un possible trouble autistique depuis peu de temps.
Tout juste ce matin, après lui avoir raconté tout ce que je viens d'écrire, et encore je vous rassure j'ai fait court, elle m'a regardé horrifiée. Je lui ai raconté tout ça avec un grand sourire. Comme j'ai l'habitude de toujours dissimuler mon mal-être, mais mes yeux pleuraient tout seuls. Il lui a fallu un petit moment pour s'en remettre, avant de me sortir la phrase qui m'a décidé à vous écrire tout ça. Ma chère jeune fille, vous n'avez pas subi que du harcèlement. La plupart des actes qu'ils ont commis envers vous étaient bien des tentatives de meurtre. Voilà, c'est ainsi que se termine cette deuxième histoire. Alors oui, ce n'est pas un thread d'horreur de type Let's Not Meet, mais c'est bel et bien un thread d'horreur. Cette fille a vécu un harcèlement tout au long de sa vie. Et clairement, cette fille a vécu un thread d'horreur, mais sur toute sa vie en fait. C'est clairement horrible et j'espère que cette fille va pouvoir vivre une vie un petit peu plus normale après ça. Vraiment pas facile comme thread non plus. Certes, on n'est pas sur le thread numéro 1 où c'est du one shot pendant 10 minutes, t'as vraiment la flip de ta vie. Là, on est vraiment sur des années entières de persécution. Alors je dis pas que un tel est pire que l'autre, hein. Voilà, on en a fini avec les histoires aujourd'hui. Et vous savez quoi, vous aurez une petite double dose demain mardi à 18 h. Donc n'hésite pas à mettre un petit rappel. Et si jamais t'as la flemme, eh bien tu t'abonnes en activant la petite cloche. Comme ça au moins t'auras une petite notif tranquillement. Si t'as aimé la vidéo, je te propose un truc très simple, c'est de cliquer en bas sur le petit bouton j'aime. Ça aide énormément, je te jure, ouais, ça fait la diff. Alors un grand merci à toi. Allez, on va se quitter là. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.